Bonjour à tous et bonne année. Alors, on vous souhaite plein de bonnes choses, même si on a conscience qu'il faudra, malgré tout, en 2021, affronter la réalité. Alors, aujourd'hui, rendez-vous des courtiers exceptionnels, justement à cause de la réalité. Pourquoi ? Parce que dans 2 jours, sera traitée en commission des finances à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur l'autorégulation de votre profession. Et ce texte passera en séance publique le 27 janvier. Alors, l'enjeu est important, cette loi est structurante pour votre activité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le texte ? Vous ne le savez peut-être pas, mais on va en parler. Est-ce que ce texte est bon ou pas ? Là aussi, on va débattre. Ce texte est-il perfectible ? Je vous propose que l'on passe le temps d'en parler pendant, on va essayer de prendre environ 45 minutes pour ce faire, de manière excessivement pragmatique. Alors, on va faire 2 parties. Durant la première partie, on va aller sur le terrain. On va aller voir différentes typologies de courtiers pour voir leur situation et leur ressenti par rapport à ce texte. Et puis, dans un second temps, on va associer à notre réflexion d'autres acteurs. Pourquoi ? Parce que certes, c'est une proposition de loi relative au courtage en assurance, mais c'est aussi une proposition de loi qui couvre le courtage en opération de banque et en service de paiement. On va donc voir l'opinion d'autres acteurs qui sont concernés par ce texte, l'occasion notamment de voir si ce texte peut être amélioré. Alors, je vous le dis tout de suite, a priori, ce texte, il est simple, je l'ai là, imprimé, simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un article unique. Bon, certes, j'en conviens, l'ensemble fait 7 pages, mais on va rentrer dans le détail. Alors ce matin, pour info, il y avait déjà 27 amendements qui avaient été déposés. Alors le premier, je le trouve très, très sympathique. Supprimer l'article unique, mais il y en a d'autres, nous en parlerons. Et puis on va essayer de faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà. Je vous présente tout de suite mes 2 premiers invités qui seront là tout au long de notre émission. Je commence avec celui qui est là à toutes les émissions, le président de Planète CSCA, Bertrand Surmont. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Avec nous également le directeur général de Planète de CSCA qui s'occupe de toutes ces discussions autour de ce texte, Christophe Aubourg. Bonjour. Bonjour Jean-François. Voilà, alors pour cette première table ronde où on va aller sur le terrain, j'ai aussi le plaisir d'accueillir le président de E.ON France, qui est également cofondateur de la CSCA, Robert Leblanc. Bonjour. Bonjour Jean-François. Il est venu à Paris aujourd'hui alors que d'ordinaire il est à Lyon. C'est le président d'Aptis Assurance qui est également président du collège des courtiers grossistes de Planète CSCA. Jean-Paul Babet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et puis on le retrouve, lui il est resté à Lyon. C'est le président d'Antinéa Courtage et président du collège Rhône-Alpes Auvergne de Planète CSCA. Patrick Ginet, bonjour. Bonjour à tous. Bien, allez, on va commencer, si vous le voulez bien, par une rapide présentation de vos structures. Robert Leblanc, je commence avec vous. E.ON. E.ON, nous sommes un cabinet français filiale d'un groupe international, numéro 2 mondial, qui est en train de fusionner avec le numéro 3 mondial, ce qui fera de nous dans quelques mois le numéro 1 mondial, sauf obstacle, les autorités de concurrence. C'est le processus en cours. Et nous sommes très confiants. Il y aura peut-être quelques ajustements, mais je n'imagine pas que l'opération n'aille pas jusqu'au bout. Et donc, au terme de cette fusion, nous serons aussi en France numéro 1. Voilà. Essentiellement, en tout cas pour ce qui est du pur E.ON d'aujourd'hui, avant cette fusion avec Gras Savoye, nous sommes aujourd'hui essentiellement grand compte, moyen grand compte, et très centré à Paris. OK. Jean-Paul Babet, Aptis Assurance, en quelques mots. Alors, Aptis Assurance est d'origine lyonnaise, comme vous l'avez souligné. Néanmoins, nous avons aujourd'hui 8 implantations en France. Nous sommes créateurs de solutions d'assurance de personnes que nous distribuons à travers un réseau de 7000 courtiers indépendants et conseillers en gestion de patrimoine sur l'ensemble du territoire. D'accord, 7000 distributeurs, combien de collaborateurs ? Nous sommes 600 aujourd'hui à leur service. OK. Patrick Ginet, je viens vers vous. Antinéa Courtage. Alors, Antinéa Courtage, c'est un cabinet de courtage familial, 90 collaborateurs, 10 millions de commissions. Et on est à l'inverse du scope d'A.ON, où on est plutôt sur la TPE et la petite PME.
Eh bien, écoutez, vous êtes à l'inverse du Stop Gun, mais ce qui est très bien autour de cette table, si on veut avoir un débat riche, c'est qu'il faut entendre tout le monde, toutes les familles du courtage, des courtiers de proximité à ceux qui font du grand courtage. Et donc, on est ravis de vous avoir tous ensemble. Justement, Patrick, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. 2020 a été une année compliquée avec la crise du Covid. Comment ça se passe, vous, par rapport aux clients? On sait tous, en situation de place, que les assureurs ont été très largement critiqués, notamment sur ce qui s'est passé autour des pertes d'exploitation. Vous, le ressenti que vous avez vis-à-vis du client, ça s'est passé comment? Alors, ça a été effectivement compliqué. Vous savez, le courtier en assurance, c'est avant tout un entrepreneur qui est directement à portée de baffe de son client. Donc, ça veut dire qu'on est le dernier maillon de la distribution et il a fallu effectivement qu'on aille expliquer à ces mêmes clients eh bien, que les pertes d'exploitation n'étaient pas couvertes. Il a fallu qu'on leur explique que malgré effectivement tout ce qu'on pouvait lire dans la presse sur l'analyse de ces pertes d'exploitation par certains tribunaux, ça n'était quand même pas couvert. Et puis une fois qu'on a fini de leur expliquer ça, il a fallu qu'on aille leur faire signer des avenants qui leur expliquaient que même si ce n'était pas couvert, on voulait vraiment être sûr, donc il fallait quand même qu'ils signent les avenants. Et puis au final, on leur a dit que pour couronner le tout, eh ben, ma foi, on allait en plus leur mettre 20% de majoration sur leur prime pour l'année 2021. Donc imaginez bien effectivement que la relation commerciale courtier-client a été on ne peut plus dégradée sur cette fin d'année. Donc autrement dit, vous avez été mis dans le sac du tous pourri? Oui, pourri peut-être pas, parce que voilà, on a fait quand même beaucoup de pédagogie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients ont énormément de mal à distinguer la distribution des compagnies d'assurance, et c'était beaucoup plus facile de nous taper dessus, parce que nous, on était chez eux, on était en direct, donc c'est vrai que ça n'a pas été forcément très agréable. Alors Jean-Paul Babet, justement, faire un peu de pédagogie, le métier de courtier, c'est quoi? C'est un circuit de distribution parmi d'autres ou c'est autre chose? Alors, c'est certainement un circuit de distribution tout à fait important puisqu'on prédit sa mort tous les 20 ans et pour autant, il ne cesse de se développer. Il faut bien comprendre que le courtier, il est mandaté par son client pour qu'on lui trouve la bonne solution d'assurance. Donc, il s'établit un lien bien particulier entre justement le besoin du client final et la recherche que fait le courtier pour lui. Voilà. Et c'est ce rôle de proximité, ce rôle essentiel qui est assez capillaire en fait dans la distribution et l'explication de ce que l'on peut trouver chez les assureurs ou pas, qui est fait par le courtier de proximité. Ça, c'est un rôle vraiment très important. Le courtier de proximité, il a eu un rôle quelque part pédagogique dans la crise pour expliquer face éventuellement à des entreprises qui pouvaient être en très grande difficulté, ayant besoin d'informations? Quand vous pensez qu'il y a environ 11 000 acteurs du courtage dans l'ensemble des communes de France, on voit bien que finalement c'est un rôle de proximité et d'explication. Quand on ne comprend pas son assurance, où est-ce qu'on va ? Et on va beaucoup chez son courtier parce qu'il a le temps, il est formé pour et il est dédié pour ça. Donc effectivement, la pédagogie fait partie de son métier. Ok, alors j'ai entendu Patrick qui me disait il y a de cela quelques instants qu'il avait été mis dans le même sac que les assureurs alors qu'il avait essayé de chercher des solutions versus les clients. Je voudrais qu'on regarde après cet épisode, donc 2020, crise du Covid, récession économique absolument majeure. Je voudrais qu'on regarde quelque part l'évolution de l'économie du monde du courtage. Avec vous, Bertrand de Surmont, j'entends le ministre qui nous dit aujourd'hui 2021, reprise de l'activité économique, croissance, donc ça va mieux. Ça va mieux pour les courtiers ? Alors il faut souligner un point, c'est que les courtiers vivent les contre-coups de la santé financière de leurs clients. 2020 s'est présenté comment ? 2020, 15 mars, confinement, une grande partie des primes en entreprise étaient appelées, étaient perçues. Donc, même s'il faudrait rentrer dans le détail en fonction des différentes branches et des différentes catégories de clients, 2020 va avoir été une année normale, correcte pour le courtage. Là où je suis plus inquiet, c'est que 2021 et 2022 vont être des années d'attrition de la masse assurable. Attrition parce qu'en assurance de personnes, on nous prédit des licenciements par centaines de milliers. Attrition en IRD parce qu'il est prévu une augmentation significative des faillites. Donc, voilà, on a une masse assurable qui va diminuer et forcément, cette diminution va se répercuter sur le chiffre d'affaires des courtiers. Donc, on a tendance à dire, vous savez, que
l'assurance au sens large, mais les courtiers en particulier, sont les derniers à rentrer dans la crise, mais sont les derniers à en sortir parce qu'ils suivent la décroissance et la croissance de l'activité de leurs clients. Ok, donc là, vous êtes en train de me dire que ça sera plutôt le courtage est plutôt en train de rentrer dans la crise plutôt que d'en sortir. Oui, 2021, voire 2022 vont être des années compliquées. D'ailleurs, on a interpellé le gouvernement pour qu'il maintienne les aides intelligemment allouées aux entrepreneurs aujourd'hui, que sont le fonds de solidarité, que sont le prêt à taux garanti, que sont les mesures sur les charges sociales, parce qu'il ne faudrait pas que le courtage soit le grand oublié de ces mesures-là, sous le prétexte qu'ils arrivent en dernier dans la crise. Patrick Ginet, je reviens vers vous. On a vu, donc tout à l'heure, Jean-Paul Babet nous disait, ben oui, c'est quand même un réseau de distribution. Pour les assureurs, il y a différents types de réseaux de distribution. Il y a les courtiers, il y a aussi les agents généraux. Comment vous avez vécu? Parce qu'on a vu, je reviens sur cette crise du Covid, on a vu que les assureurs ont réagi, parfois par rapport au réseau de distribution, en disant, on va faire des efforts, etc. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un traitement juste entre agents généraux et courtiers? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être délaissé? Comment vous avez vécu les choses sur le terrain? Très clairement, je pense qu'on peut reconnaître aujourd'hui qu'on a été un petit peu les oubliés de schéma. Alors je sais bien qu'on est des commerçants indépendants. Il est évident qu'on est multi-compagnies. Mais c'est sûr qu'on voit bien que les politiques des compagnies d'assurance ont été très très différentes selon les réseaux de distribution et que les aides allouées au réseau d'agents généraux, notamment, ne l'ont pas été au réseau de courtiers. Donc là, effectivement, il faut regarder en toute objectivité, on a eu une distorsion de concurrence quand même, avec un réseau de distribution qui avait les moyens, effectivement, peut-être, de faire bénéficier ses clients d'aides ponctuelles, et un réseau de distribution qui, lui, ne pouvait compter qu'un petit peu que sur ses fonds propres. On n'a pas vraiment été associé non plus, je veux dire, à toutes ces politiques d'aide. On en a été, bien sûr, on les a répercutées, bien entendu, quand il a fallu le faire, mais on n'y a pas été associé. Et encore une fois, ces millions d'euros de crédits qu'on a pu lire de $6 dans la presse spécialisée sur les réseaux d'agents généraux ne l'ont pas été dans les réseaux de courtage. Bien, alors, l'objectif de cette émission, c'est de parler du texte qui va être présenté dans 2 jours en commission des finances à l'Assemblée nationale. Déjà, une fois qu'on a un peu brossé le décor, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément experts, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des députés aussi qui nous écoutent, donc pour bien comprendre les différences entre les différents acteurs, assureurs, courtiers, agents généraux, etc., je voudrais qu'on essaie d'avoir une position de base sur le sentiment, sur le principe d'une réforme et le principe d'une autorégulation. Robert Leblanc, je commence avec vous. Votre sentiment, vous trouvez que le principe d'une autorégulation, c'est une bonne idée ou a priori vous êtes contre ? A priori, je suis pour. Je suis pour parce que notre profession a connu quelques scandales au fil des années et j'ai toujours eu le sentiment que, enfin, c'est pas juste un sentiment, j'ai observé que la profession, chaque fois, avait vu venir le scandale bien avant que les autorités n'interviennent. Et donc, partant de ce constat, j'ai pensé que si la profession était organisée comme un ordre professionnel, chargé de faire le ménage en son sein, on irait plus vite qu'avec les autorités telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et l'intérêt de faire le ménage au sein d'une profession, c'est que tous ceux qui se comportent bien ont un bénéfice d'image, alors que les scandales, finalement, entachent toujours un peu tout le monde. Ok, donc vous dites, oui, effectivement, il faut que le ménage soit fait, et c'est pas à la base une mauvaise idée que ce soit nous qui le fassions. Jean-Paul Babet, je reviens vers vous sur l'évolution du contrôle. Aujourd'hui, si on se rappelle, parce que les choses ont bien changé, moi j'ai le souvenir avant, le régulateur du monde de l'assurance, il ne s'appelait pas l'ACPR, c'est le nouveau, avant d'ailleurs ça s'appelait l'ACP, on a rajouté le R par la suite, avant c'était la CAM. Depuis ce temps-là, les choses ont bien changé en termes de contrôle ? Elles ont changé. Avant, effectivement, quand on était courtier, il suffisait de s'enregistrer dans l'association des professionnels, plus quelques garanties autour, et puis ça suffisait. Bon. Aujourd'hui, quand on regarde les différents corps de contrôle, cette association s'est muée en une institution qui s'appelle l'ORIAS aujourd'hui. Il y a eu la création, comme vous le disiez, de l'ACP et avec le R, qui veut dire résolution. Résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de dysfonctionnement, cette autorité de contrôle se substitue aux mandataires sociaux pour faire fonctionner les sociétés. Donc on a vu quelques exemples là-dedans. Et puis, il n'y a pas que cela, parce qu'en fait, on a aussi tout un tas de contrôles parallèles qui sont faits quand effectivement il y a un dysfonctionnement, qui peut amener, dans le meilleur des cas, à la médiation, mais qui aussi émule, par exemple, soit les associations de consommateurs, soit la DGCCRF, qui fait aussi des contrôles quand il y a des abus.
Il y a le contrôle aussi de la CNIL sur les mentions sur le digital, qui est de plus en plus courant maintenant. On voit bien que les gens se renseignent énormément sur le digital. Et donc, on se rend compte aujourd'hui qu'on est quand même quadrillé par des réglementations. Et la question de fond, c'est faut-il en rajouter une supplémentaire en plus de celle qu'il y a? Et en plus, effectivement, du fait que, comme le disait Robert Leblanc tout à l'heure, c'est-à-dire que nous-mêmes, à l'intérieur de la profession, on voit bien ce qui peut avoir des tendances à dériver. Voilà. Et pour finir, je dirais, en fait, les enjeux, quels sont-ils? C'est-à-dire, quels sont les dysfonctionnements majeurs qu'il y a eu par le passé en nombre et en montant? Ils sont véritablement assez cantonnés. Et sincèrement, s'il y avait les warnings suffisants, franchement, il y a tout le corps de contrôle actuel est largement suffisant pour y faire face. OK, on contrôle sur quoi? On contrôle sur le résultat ou on contrôle sur les moyens? L'idée, c'est souvent en France, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'élaboration d'un processus. Je ne vous ferai pas de parallèle avec la situation qu'on vit dans d'autres secteurs aujourd'hui. Et de se dire, puisque ce processus est appliqué, eh bien, ça doit fonctionner. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, la vie, c'est pas ça. La vie de l'assurance, c'est d'être confronté à tout un tas d'occurrences, y compris celles qu'on n'avait pas prévues, comme là, par exemple, la crise sanitaire, d'accord, et de regarder comment on s'y adapte et comment on peut adapter le contrat d'assurance par rapport à ça. Donc, mettre tout ça, je dirais, dans un tuyau de fonte pour que ce soit immuable, ne me paraît pas très pragmatique. OK, moi j'ai des questions d'argent. Mon côté féminin, pardon. Ça coûte combien, Patrick, pour une structure qui n'est pas très grande, puisque vous êtes représentant des courtiers de proximité, la CPR, par exemple, qui est le régulateur, puisqu'on est en train de parler de contrôle, mais vous avez déjà un régulateur, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ils vous prennent de l'argent tous les ans ou pas? Bien sûr, oui, bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, tous les courtiers payent une cotisation à la CPR, 150 €. On paye également une cotisation à l'ORIAS de 25 €. Et on peut s'attendre, effectivement, si ce projet va au bout, à avoir encore une surcharge financière beaucoup plus conséquente pour ces dispositifs de contrôle, alors que, comme on le disait précédemment, aujourd'hui, tout existe, tout est déjà en place pour nous contrôler. C'est important, c'est quand même de dire que les courtiers, notamment les courtiers de proximité, ne s'opposent pas au contrôle. Ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, le contrôle fait partie, effectivement, de notre fonctionnement. On est tout à fait prêt et on accepte ça sans aucun problème. Simplement, c'est peut-être pas la peine de créer un coût supplémentaire et une couche supplémentaire, comme on a malheureusement trop souvent l'habitude de le faire dans notre beau pays. Christophe Aubourg, question justement sur ce coût global, parce que j'ai un exposé des motifs, mais je n'ai pas d'étude d'impact sur le texte. On a une idée à peu près du coût global pour l'ensemble de la place que pour avoir cette mesure? Alors effectivement, nous avons une estimation à hauteur de 20 millions d'euros par an pour l'ensemble des publics concernés par ce projet de réforme, qui reste qu'une estimation sur la base d'un chiffre d'environ 500 € d'adhésion par cabinet. Ça reste estimatif. Et juste si on fait 500 €, ça veut dire qu'on va économiser les 150 de la CPR ou pas? On va continuer à payer la CPR? Malheureusement, ça viendrait en plus. Donc c'est vrai que ça commence à faire une addition assez lourde, surtout dans une période de crise économique comme nous traversons aujourd'hui. OK, je voudrais, Jean-Paul Babet, je reviens vers vous, parce qu'autour de ce sujet de l'autorégulation, j'ai bien entendu ce que m'a dit Robert Leblanc tout à l'heure, qui m'a dit, mais le principe, nous, on a vraisemblablement, on voit des choses avant les autres, et donc ça a du sens de faire une autorégulation. Est-ce que vous vous dites qu'être contrôlé par des pairs, c'est problématique? Est-ce qu'il y a dans cette industrie, vous la connaissez bien mieux que moi, est-ce qu'il y a des sortes un peu de secrets fabriques, des choses où on se dit, mais moi, je fais des choses d'une certaine façon, j'ai pas envie qu'un corps qui vienne d'une association où il y a des gens qui sont des confrères qui arrivent en disant, voilà comment je fais. Votre sentiment là-dessus? Mon sentiment, c'est qu'effectivement, une autorégulation par les pairs peut conduire quand même à des conflits d'intérêts, ce qu'on cherche d'ailleurs par tout un tas de lois à éviter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, par exemple, s'il n'y a pas de secret de fabrication, il y a des secrets de pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, la manière dont le conseil est apporté au client, l'étendue des garanties qu'il faut mettre en face et des garanties que doit présenter le courtier, etc., sont des secrets en fait, de constitution de la profession de courtier. Et le fait de le voir divulgué, voire audité et décortiqué par des pairs dans un milieu qui, on le rappelait tout à l'heure, est terriblement concurrentiel. C'est-à-dire que dans le grand courtage, il y a des firmes émérites et quand on va à l'autre bout du spectre sur le petit courtage, il y a environ un peu plus de 11 000 acteurs sur le marché. Donc 35 000 personnes. Donc on a quand même des secteurs qui sont très concurrentiels.
Et donc c'est assez surprenant, d'autant plus que finalement, rappelons-le aussi, il y a une structure d'écoute à l'ACPR, c'est-à-dire qu'on nous force à donner l'adresse de l'ACPR pour que tout un chacun puisse signaler à l'ACPR. Et d'ailleurs, ils en prennent acte, parce que quand il y a trop de choses, effectivement, ça peut à la limite déclencher des contrôles. Donc cette cellule d'écoute, elle existe déjà. Ok, Patrick, je viens vers vous. Vous m'avez dit tout à l'heure, mais moi, j'ai pas de souci pour être contrôlé. Vous préférez être contrôlé par qui? Par un père ou par la CPR? Très clairement par la CPR. Honnêtement, aujourd'hui, tout existe, ils sont là. On a nous-mêmes eu un contrôle, effectivement, par la CPR, qui s'est relativement bien passé. Donc, mais je ne vois pas à quel titre, effectivement, un père viendrait nous contrôler. Je pense qu'effectivement, on a tous un petit peu des secrets de fabrique. Voilà, et c'est un petit peu compliqué d'aller assurer une confidentialité. Et puis, vous savez, on est dans un secteur quand même qui est extrêmement concurrentiel. Et je pense qu'il faut respecter aussi les principes de distribution et le savoir-faire de chacun. Voilà. Ok, alors j'ai le texte, je l'ai regardé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que les acteurs du courtage en assurance qui étaient concernés, mais qu'il y a également le courtage en opération bancaire et en services de paiement. Mais en revanche, sur le courtage d'assurance, j'ai constaté, messieurs, vous me dites si j'ai raison ou si j'ai tort, que les agents généraux étaient hors du scope et que les acteurs étrangers, ceux qui exercent chez nous dans ce qu'on appelle dans le jargon la libre prestation de services, étaient également hors du scope. Donc je vais vous poser des questions très simples. Ça, c'est mon petit côté. J'essaie d'être un peu débrouille pour trouver des solutions. Patrick, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des acteurs? Vous nous avez dit tout à l'heure, mais finalement, les assureurs, dans la crise, ils ont été plus cool avec leurs agents généraux qu'avec les courtiers. Est-ce qu'il y a un risque pour la profession de voir des gens qui disent finalement, plutôt agent général que courtier? Et donc, du coup, de perdre quelque chose, puisque d'après ce que j'ai compris de ce que me disait Jean-Paul Babet tout à l'heure, la caractéristique du courtier par rapport à l'agent général, c'est qu'il est le mandataire du client. Oui, c'est pour ça, je pense que moi, je suis viscéralement courtier, donc je ne peux pas imaginer qu'un courtier préfère être agent, même si les agents sont des professionnels sympathiques et reconnus. Mais nous, on est courtier, donc on a une philosophie de courtier. Je crains plus, effectivement, en préparant cette émission, je disais le couillon, ça va encore être le courtier de proximité. Parce que c'est vrai qu'on voit bien que les structures plus importantes ont les moyens, je dirais, de contourner un petit peu cette législation avec des entités à l'étranger qui ne seraient pas soumises, effectivement, via la LPS à ce mode de contrôle, alors que le courtier de proximité, lui, il n'a pas ces solutions-là. Donc, c'est plus là, je dirais, où il risque d'y avoir encore une petite distorsion. Robert Leblanc, vous partagez ce sentiment qui consiste à dire que finalement, le système tel qu'il est fait, c'est que ceux qui vont s'en prendre, pardonnez-moi l'expression, mais plein la tête, ça va être les petits? Peut-être par le fait qu'ils vont être obligés d'adhérer à une association, donc rajouter des coûts, ce qu'on disait tout à l'heure. De ce point de vue-là, c'est peut-être quelque chose qui va plus gêner les petits que les grands. Mais la question de s'implanter à l'étranger, c'est un sujet pour tout le monde. Personne ne va imaginer ça. Moi, je suis courtier du marché français. E.ON est présent dans les différents pays européens. Mais je ne vais pas déplacer toute mon équipe dans les pays voisins en disant je traite la France depuis le pays d'à côté. Donc on est soumis, grand ou petit, on est soumis exactement au même texte. Jean-Paul Babet, votre sentiment? Vous n'auriez pas eu l'idée de partir en LPS, de dire je vais aller mettre la boîte à l'étranger et intervenir en LPS? Ou en tout cas, est-ce que ça crée une concurrence massive de se dire les acteurs étrangers ils n'auront pas cette contrainte en France? Ça peut la créer, sincèrement. Après, évidemment, déplacer des équipes qui sont basées ici, c'est un chantier. Mais quelque part, après, la question, c'est on vit dans un monde qui est totalement fermé ou qui est ouvert? Et ce qui est vraiment navrant dans cette histoire, c'est de voir qu'on le ferme pour certains et on l'ouvre pour d'autres. Et donc ça, c'est quand même un problème dont on parlait des circuits de distribution tout à l'heure. Il y a beaucoup de circuits de distribution. Pourquoi on fait l'hypothèse que les gros, nécessairement, sont plus normés, les réseaux bancaires, les réseaux de la banque postale, etc., et que les petits ne sont pas normés pareillement? Je rappelle quand même qu'il y a une responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise. C'est une profession qui est réglementée. On a des garanties. On a quand même tout un tas de choses pour essayer de bien faire ce métier. Bertrand Surmont, je vous voyais réagir. Oui, non, je voulais juste apporter un point sur la LPS. C'est quand même extraordinaire, parce que quand ce projet d'autorégulation a été mis sur la table, il a quand même été dit urbi et torbi, et par le ministre des Finances lui-même devant l'Assemblée, que cette autorégulation allait régler le problème de la LPS, et principalement, c'était il y a 2 ans et demi, faisant allusion
au vrai gros problème qui a eu lieu sur le marché français, c'est-à-dire la LPS sur la branche de la construction. Mais voilà, aujourd'hui, évidemment que c'est pas possible. Il y a marqué LPS, adhésion facultative. Ben voilà, adhésion facultative. Vous imaginez qu'un et on ne peut pas mettre obligatoire à la place? Mais c'est pas possible. Comment vous voulez? C'est juridiquement impossible d'obliger une entité étrangère à se plier au droit français en la matière. C'est pas possible. Donc, autant dire clairement que la LPS ne fera pas partie du dispositif et que, comme ça a été dit avec des mots différents en fonction des uns des autres, ben oui, c'est une distorsion de concurrence. Donc on est en train de taper sur les acteurs français au profit des ça, c'est clair. OK. Oui, et surtout, on ne règle pas les vrais problèmes. Ce que j'exprimais tout à l'heure, ma motivation d'origine en faveur de l'autocontrôle, on n'est pas satisfaite par le dispositif qui est en train d'être inventé. Ça ne règle absolument rien. Ça fait quoi? Ça rajoute de la paperasse? Ça rajoute beaucoup de paperasse, ça rajoute de la lourdeur, ça rajoute des coûts pour l'ensemble des acteurs, plus significatifs pour les petits que pour les grands, on l'a déjà dit. Ça rajoute tout ça et ça n'apporte rien de nouveau. On est juste devenu... Les associations, et un autre sujet, on en parlera peut-être après, de la multiplicité d'associations, deviennent des sous-traitants de la CPR. C'est-à-dire qu'on a juste déplacé le travail, alourdi le travail, complexifié le travail et rien produit de plus. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme solution? Vous m'avez tout à l'heure parlé d'un ordre. Oui, moi j'avais envisagé ça, mais c'était une idée juste, encore une fois, je me répète et désolé, dire on connaît mieux la profession que les autres et les grands scandales qu'on a vus apparaître, on les avait vus venir plus tôt. C'était ça ma motivation. Je n'ai pas élaboré un projet et un certain nombre de questions que nous partageons là poseraient des problèmes. Effectivement, le regard du confrère sur ce que je fais, c'est un sujet et dans mon schéma, ce sujet n'est pas plus réglé. Donc je ne dis pas que j'avais une solution complète, il y avait juste une intuition qu'il y avait quelque chose à faire pour être plus percutant que le dispositif actuel. Ce qu'on invente n'est pas plus percutant et juste plus lourd. Donc je pense que de ce point de vue-là, on ne fait pas bonne route. OK. Il est 18h29. Merci pour ce premier échange. Merci à vous, Robert Leblanc, d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Merci Jean-Paul Babet et merci Patrick Ginet depuis Lyon. À bientôt. On va tout de suite attaquer, dans quelques instants en tout cas, à accueillir nos nouveaux invités, puisque je le disais, il n'y a pas que le courtage qui est concerné. Malgré tout, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes pour rester sur des problématiques pratiques sur le courtage. Première question, les associations d'autorégulation auront leur périmètre d'action défini par la loi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment ça va se passer, Christophe Aubourg? Alors effectivement, là, nous sommes dans une première étape qui est une étape législative qui permet de cadrer l'ensemble du contenu de cette réforme. En revanche, une seconde étape, si cette proposition de loi venait à être votée, seront les décrets d'application. Et ces décrets d'application, précisément, viendront régir le fonctionnement de ces futures associations professionnelles et donc décrire la manière dont vous vous faites agréer par l'autorité de contrôle, la manière dont vous exercez votre reporting et sa régularité, le niveau de granularité des sujets traités et des missions dévolues à ces futures associations. OK. Deuxième question sur le timing. Je regarde le texte, là je l'ai sous les yeux. Sur ma dernière page, il y a le 1 et le 3 du présent article entreront en application le 1er janvier 2021. Alors 2 questions cash Bertrand-Surmont. Première question, ce texte à l'origine il avait été présenté en janvier 2020. On vient de le voir réapparaître en procédure accélérée. Et on a un texte où à l'origine on a une date d'entrée en application qui est en 2021. Alors, est-ce qu'il y a l'urgence d'une procédure accélérée sur l'autorégulation? Non, mais c'est une question que je pose, mais je n'ai pas la réponse. Que s'est-il donc passé dans le courtage pour qu'on ait droit à une procédure accélérée qui est du même niveau que les PPL qui sont passés dans le cadre de la crise sanitaire? Le courtage est donc en crise sanitaire. Ben, je ne savais pas. Je ne savais pas que depuis mi-décembre, depuis même janvier 2020, si on remonte à là, le courtage nécessitait un traitement de faveur. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que des problématiques dans le courtage, il en apparaît, on en a à traiter en tant que seul syndicat professionnel du courtage. Bien sûr que quand les associations de consommateurs montent au créneau sur le démarchage téléphonique,
nous sommes membres du CCSF, nous participons à la rédaction et à l'émission de l'avis du CCSF, et quand le député Negelen a comme projet de légiférer sur le démarchage téléphonique, bien sûr que nous discutons avec lui, bien sûr que nous lui présentons les spécificités et qu'on arrive petit à petit à trouver un modus operandi sur ces sujets-là. Mais là, voilà, ces sujets-là, on les traite. Les adhérents, on les accompagne. Un syndicat qui n'accompagnerait pas ses adhérents. Bon. Et là, on sort un mistigris d'un seul coup d'un chapeau et on nous dit c'est urgent. Mais il est urgent de réfléchir à ce qu'on fait. Il est urgent de réfléchir au fait de ne pas dupliquer, de rajouter une feuille aux millefeuilles réglementaires. Il est urgent de savoir si dans la boîte à outils réglementaire et de contrôle, il n'y a pas des solutions qui coûteraient moins cher, qui seraient plus efficaces et plus fluides pour tout le monde. Alors, on va voir justement ce que pensent les autres acteurs qui sont concernés. Avec nous en plateau, Philippe Loiselet, qui est président de l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-François. Et avec nous également à distance, nous avons le président de l'APIC, l'Association professionnelle des intermédiaires en crédit, Bruno Rouleau. Bruno, bonjour. Bonjour Jean-François. Et avec nous également le président du groupement des comparateurs en assurance et en banque, c'est Julien Fillot. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Allez, on va commencer comme on a fait tout à l'heure par un petit tour de table. Je vais rester avec vous Julien, pour que vous me parliez en quelques mots de votre structure, que l'on ne connaît pas forcément. Eh bien, écoutez, je vous en remercie de nous en donner l'occasion. Le GCAB, donc Groupement des comparateurs d'assurance et banques, regroupe les principaux acteurs de l'activité de comparateur en ligne. Donc, je vais citer les Furets, le Lynx, Meilleur Taux, Hyperassure, Choisir.com, Mutuel.fr, donc, qui sont donc réunis autour de ce même groupement pour défendre les intérêts d'une profession qui est immatriculée à l'ORIAS. Donc, nous sommes courtiers, mais avec un modèle assez spécifique qui est d'être 100% online et la plupart du temps non souscripteurs des contrats. Aujourd'hui, c'est 4 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est une grosse partie de l'audience Internet sur le secteur de l'assurance. C'est 80 millions de visites par an et une dizaine de millions de devis générés tous les ans. Donc c'est un groupement qui compte de par, non pas le nombre de ses adhérents, mais la taille qu'elle représente. Ok. Philippe Loiselet, l'Association nationale des conseillers diplômés en gestion de patrimoine. Alors, c'est une petite association, mais c'est surtout un syndicat qui regroupe des conseillers en gestion de patrimoine diplômés. Et on a été créé pour obtenir l'exercice du droit à titre accessoire. On s'est battu pour ça, donc on a atteint le monopole des avocats et des notaires. Donc on s'est fait reconnaître par le niveau de nos diplômes et de nos formations pour exercer le droit à titre accessoire. Car il paraissait impossible au conseil en gestion de patrimoine de ne pas aborder le sujet du droit et faire la rédaction d'actes. Aujourd'hui, moi je suis ici parce que la réforme nous touche, parce qu'un CGP, à l'issue de sa prestation de conseil, peut faire de l'intermédiation d'assurance ou de l'intermédiation bancaire ou du conseil d'investissement financier. Donc l'ensemble de ces réglementations nous touche indirectement. Ok, Bruno Rouleau, je viens vers vous. Vous me parlez de l'APIC. Eh bien, écoutez, l'APIC, c'est l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. Donc, ça regroupe les différentes catégories des intermédiaires de banque, principalement les courtiers en crédit, mais également quelques mandataires et surtout l'ensemble de leurs mandataires à l'un et à l'autre. Ça représente, en ce qui concerne l'APIC, à peu près les 2/3 de toute la production des crédits qui sont intermédiés dans le marché français en crédit immobilier. Donc, et puis, vous y retrouvez quasiment le top 20, à 2 exceptions près, des grosses enseignes, 4400 adhérents et donc, grosso modo, 80 milliards de crédits intermédiaires pour l'année 2020. Ok Bruno, juste, je profite, vous savez que les internautes ont la possibilité de poser des questions en direct, alors j'en ai une pour vous. Les banques vont-elles encore retirer des conventions de courtier en 2021 ? Alors, c'est une question assez importante parce que quelque part, tout à l'heure, on s'interrogeait sur la forme économique du courtage et où on disait finalement le courtage rentre dans la crise avec les entreprises dans cette année 2021. Vous, on se dit intermédiaire en courtier en crédit,
crédit immobilier, le gouverneur de la Banque de France ne cesse de dire qu'on fait des cartons en la matière. Donc on se dit que le business va bien. Vous avez des problèmes avec les banquiers, d'après ce que nous dit ce Brestois? Oui, enfin, ce n'est pas tellement des problèmes, c'est un sujet concernant la reconnaissance notamment du droit et de l'opposabilité du mandat que le client donne à un courtier. Je vous rappelle que tout comme en assurance, le courtier en crédit se retrouve être mandaté par un client pour trouver une solution. Et un certain nombre d'établissements bancaires confondent souvent dans les textes législatifs et réglementaires la possibilité de travailler pour le compte d'un client en déposant un dossier et celle des relations qui sont convenues dans la convention, c'est-à-dire notamment les conditions financières qui rémunèrent l'apport de dossier auprès des courtiers par les banques. Donc voilà, et aujourd'hui, le sujet auquel est fait référence votre internaute, c'est surtout le sujet de ce conflit dans le refus de certaines banques d'accepter des dossiers déposés par des courtiers pour le compte de leurs clients. Ok, votre sentiment justement sur cette réforme de l'autorégulation, Julien Fillot? Il est assez simple. Nous sommes pour que la profession puisse s'améliorer et profession qui est déjà très compétente, mais nous sommes contre le contrôle par nos pairs. Nous-mêmes, comparateurs, nous avons des spécificités, nous avons besoin de garder une certaine confidentialité sur certains savoir-faire et on n'a pas envie qu'ils soient contrôlés par nos pairs. Il y a des structures qui le font très bien. Il y a des sujets qui sont très précis. Le démarchage téléphonique dont on nous parle souvent est régi par la DGCCRF, la CPR. Et de toute manière, on ne souhaite pas une feuille supplémentaire au millefeuille. On l'a déjà évoqué, mais on est vraiment d'accord avec ce point-là. Donc là aussi, on est d'accord avec tous les points soulevés par Planète CSCA, mais celui de la proposition de l'ORIAS comme on va dire autorité de contrôle nous semble plus adapté. Ok, alors on va regarder les choses. Vous nous avez dit le sujet majeur que vous évoquez, c'est le sujet du contrôle. Alors on en parle. Je prends l'exposé des motifs pour essayer de voir, parce que finalement l'exposé des motifs, c'est pourquoi le législateur fait la loi. C'est quelles sont les bonnes idées qu'il a, et puis derrière c'est du juridique. Donc on va regarder les idées. Premier constat que je fais, il est mentionné, or le monde du courtage d'assurance et des IOSP n'est historiquement pas aisé à contrôler. Philippe Loiselet, quand vous voyez ça, très clairement, il y a une notion de contrôle qui est mentionnée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en manque de contrôle? La réponse est non. On a un registre unique national qui est consultable par tout le monde, aussi bien les promoteurs, les compagnies, les banques que les consommateurs, qui regroupe tous les statuts, le conseil en investissement financier, le courtage, l'intermédiation, tout le secteur de l'intermédiation assurance, tout le secteur de l'intermédiation en opération de banque, tout ça c'est consultable. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de mentions légales qui doivent apparaître sur nos papiers en tête, tout est indiqué. On a un registre annuel qui nous contrôle, un registre unique qui nous contrôle annuellement sur nos casiers judiciaires, nos mentions au registre du commerce, nos garanties financières, nos responsabilités civiles professionnelles. Et on nous dit qu'on n'arrive pas à nous contrôler. On a 2 organes de contrôle, la CPR et l'autorité de marché financier pour ce qui est des métiers que je suis amené à exercer. Et les 2 ont des liaisons directes avec ce fichier, savent qui est enregistré, qui fait quoi et qui est à jour. Annuellement et en période de renouvellement, le moindre écart en termes de casier judiciaire, d'assurance, de garantie financière fait qu'on est radié. On est l'une des rares professions à être contrôlée annuellement sur nos critères d'accès à nos métiers. Donc c'est quand même un contrôle qui est quand même assez important. On nous dit dans les motifs, et c'est vrai que quand on lit le texte, vous en avez parlé en tout début d'émission, on a un texte avec des motivations qui paraissent plutôt intéressantes et plutôt rationnelles, et on a un seul article très technique, très compliqué à lire, il fait quand même 7 pages, qui nous dit on va appliquer ces motivations. Moi j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le texte. Quand j'ai commencé à regarder, le texte ne répond pas à ces motivations. Vous en avez parlé sur la LPS. Sur ces contrôles-là, ça ne fait que rajouter des niveaux supplémentaires. Et on nous dit maintenant que les associations vont nous aider à se mettre à jour. Or, aujourd'hui, tout courtier, tout intermédiaire en assurance, tout intermédiaire en opération de banque, est, dans le cadre de la loi, est immatriculé. Sinon, il ne peut pas exercer. Ok, alors justement, on va aller voir ce qui se passe du côté des opérations bancaires. Bruno Rouleau, votre sentiment sur ce principe du contrôle?
Non, mais vous l'avez expliqué tout à l'heure, François, et les précédents intervenants également, qui serait opposé à l'objectif tout à fait louable de faire grimper en compétences et en professionnalisation des métiers qui, pour certains, sont émergents. Donc, il n'y a pas de sujet, mais le problème, c'est que si c'est un contrôle qui vise à être un contrôle administratif, parce que là, c'est souvent ça qu'on nous oppose, et on nous donne des réponses ou des pistes, en tout cas, qui concernent l'administratif. Eh bien, écoutez, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, il existe un registre, une association qui a ce dispositif-là. Il suffirait simplement de l'améliorer et de gérer des passerelles qui, d'ailleurs, existent déjà entre la CPR et l'ORIAS. Et puis, c'est l'ORIAS qui a obtenu, non sans mal, mais qui l'a obtenu, aujourd'hui, l'autorisation d'interrogation du casier judiciaire national. Et d'ailleurs, pour compléter ce que disait Philippe, c'est même pas au moment du renouvellement, c'est qu'ils le font 2 ou 3 fois par an. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le renouvellement, mais il y a des réitérations automatisées pour pouvoir mettre à jour en permanence le fichier. La seule chose, c'est que si jamais on parle de pratiques commerciales, à ce moment-là, je ne vois pas comment des pairs peuvent contrôler les pratiques commerciales de leurs confrères sans exercer des missions locales ou d'aller plus loin directement dans la notion de vérification. Alors, je sais bien qu'il y a des petites astuces qui visent, pour des questions de rhétorique, à changer la terminologie contrôle en vérification, mais au final, quand on est sur la pratique commerciale, on est bien sur des actions, sur des pratiques quotidiennes sur lesquelles je ne vois pas ce que les associations pourraient faire, et en tout cas, elles ne seraient pas en tout cas disposées et équipées pour pouvoir réaliser ces contrôles. Ok, Bruno Rouleau, on va être honnête. Tout ça, c'est quand même très technique. Alors, on se dit des idées simples. Donc, je viens vers vous, Philippe Loiselet. On se dit, il y a un statut qui existe en France qui est conseiller en investissement financier, qui est régulé par l'autorité des marchés financiers. Et il y a de cela quelques années, eh bien, on a décidé de mettre en place un système d'autorégulation sur les marchés financiers, sur les CIF. Alors, en pratique, on se dit aujourd'hui, finalement, si on a fait ça, on pourrait faire la même chose sur le secteur de l'assurance. Juste sur le bilan, puisque vous êtes dans l'orbite des CGP qui ont les différentes casquettes, sur le bilan, vous en tirez quoi de cette autorégulation CIF ? Alors, ma réponse va être en 2 temps. Il y a un problème technique et juridique. L'autorité de marché financier est une autorité administrative indépendante qui, de par la loi, a le droit de déléguer le contrôle. C'est ce que la loi le prévoit. La CPR n'est pas une autorité administrative indépendante. Et l'article 12 de la directive européenne ne prévoit pas la délégation. Elle ne peut pas déléguer son pouvoir de contrôle. Ce n'est pas possible. Donc déjà, il y a un problème législatif. Quand le député Barrot nous dit que c'est possible, qu'on n'a qu'à s'inspirer du dispositif CIF, ce n'est juridiquement aujourd'hui pas possible. Bon. Ils veulent passer outre. J'attends avec impatience la première question prudentielle de constitutionnalité qui va résoudre le problème. Sur le fond, l'expérience qu'on a du CIF, on est passé d'une profession qui n'existait pas, qui a été créée par la loi sécurité financière de 2003, mais qui aujourd'hui, on est la seule profession en Europe qui s'appelle Conseil en investissement financier. On a une directive MIF qui a été créée, qui est venue après, qui a créé le Conseil en investissement financier. Mais aujourd'hui, les associations CIF ont un pouvoir de délégation, d'aller vérifier comment on fonctionne en tant que CIF. Est-ce qu'on a les lettres de mission? Est-ce qu'on remet un compte-rendu de mission? Est-ce que les honoraires... Donc tout ça, c'est déjà contrôlé. Mais sur la pratique. Or, on nous annonce que pour l'autorégulation d'assurance et des opérations bancaires, il n'y aura pas de contrôle par les associations. Ok. Bertrand de Surmont, je viens vers vous. J'entends dire que, donc, effectivement, le texte européen qui est au-dessus des CIF, c'est MIF. Le texte européen qui est au-dessus de l'assurance et du courtage en assurance, c'est DDA. Là, ce que vient de nous dire Philippe Loiselet, ça veut dire que, d'après la règle, on est en conflit avec la réglementation européenne ? C'est pas qu'on est en conflit, c'est que c'est interdit par la réglementation européenne. Article 12, 10 et 3 de la DDA. Voilà. Maintenant comme le disait Bruno tout à l'heure, on fait de la sémantique dans cette histoire-là. On appelle vérification pour ne pas utiliser le mot contrôle, parce qu'on sait bien que c'est interdit. Mais, je suis désolé, vous préférez une vérification fiscale ou un contrôle fiscal? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ok, alors là on est en train de se faire cartonner gentiment, en train de dire, nous entendons refuser la création de systèmes sans jamais expliquer les raisons pour lesquelles vous le refusez. Donc, première raison pour laquelle vous le refusez, vous dites techniquement
par rapport à la réglementation européenne, c'est interdit. Le contrôle est interdit, ça c'est clair. Mais il y a d'autres raisons. Il y a pas refusé, ça a été dit maintes fois, c'est pas refuser pour refuser. C'est que quand on fait les choses, quand on a un objectif, il faut déceler le meilleur chemin pour y arriver. Aujourd'hui, l'objectif, c'est, tel que c'est écrit, accompagner, faire progresser la profession. Très bien, comme si les syndicats ne le faisaient pas, c'est l'essence même, c'est notre ADN. Enfin bon. Mais quand on a cet objectif, on regarde quels sont les outils qui sont à disposition. Ça a été pointé du doigt rapidement tout à l'heure. Mais l'ORIAS est un outil extraordinaire. Je le dis d'autant plus que les courtiers en sont parmi d'autres, mais à l'origine de la création. L'ORIAS demande, comme Philippe l'a souligné tout à l'heure, annuellement un certain nombre de documents, très bien. Mais l'ORIAS, très facilement, sans coût ajouté, sans ajouter une feuille au millefeuille, pourrait très bien annuellement demander à l'ensemble des intermédiaires, monsieur l'intermédiaire, apportez-moi la preuve que vous avez proposé une médiation à vos clients et que vous adhérez donc à une médiation. C'était fait en janvier 2021. Fin janvier, le problème de la médiation en France, était réglé à 100%. Ok, je reviens. Là, il y a une question. Il y a plus de 40 000 courtiers et seuls 2 000 sont adhérents de Planète CSCA. Comment sont accompagnés les 38 000 courtiers non syndiqués? Les associations d'autorégulation ne sont-elles pas la solution pour accompagner tout le monde? Alors, il n'y a pas 40 000 courtiers d'abord en France. Il y a 24 000 entreprises qui sont inscrites sous la rubrique courtage à l'ORIAS. Et sur ces 24 000, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y a au maximum 11 000 courtiers qui exercent à titre principal. Le reste, c'est 8 000 agents qui exercent aussi en courtage et 3 000, 3 500, 4 000 CIF qui font, CGP CIF qui font du courtage. Donc, voilà. Alors, effectivement, il y a un peu plus de 2200 adhérents chez Planète CSCA. Ça fait 22% de la cible. Mais ça représente les 3/4 du chiffre d'affaires et les 3/4 des collaborateurs de la profession. Donc, ouais, je pense qu'on est assez habilité à parler de ce sujet-là, oui. Juste, Christophe Houbourg, question toute bête. La médiation est obligatoire, d'après ce que je crois. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas de médiation? Écoutez, ça fait partie des points effectivement de sensibilité de ce projet de réforme. D'un point de vue consommateur, on ne peut que le déplorer. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'un consommateur puisse avoir accès à une voie de médiation via son courtier est d'une part obligatoire et d'autre part peut permettre de résoudre un certain nombre de conflits. J'ai posé la question différemment. Comment ça se fait que ceux qui ne respectent pas la loi ne soient pas sanctionnés aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait la poser à la CPR. Il y a en l'occurrence une autorité de contrôle qui, on l'a rappelé tout à l'heure, est là pour contrôler. Je pense que ça fait partie des sujets qui n'ont pas forcément été évoqués et qui méritent d'être posés aujourd'hui dans le débat. C'est effectivement, la CPR contrôle-t-elle suffisamment le courtage? A-t-elle les moyens de le faire ou pas? On a deux remarques. Fait-elle son boulot correctement? Je pense qu'il serait intéressant d'avoir ce type de réponse aujourd'hui avant de se lancer dans un contrôle déguisé. Philippe Loiselet, je vais vous laisser la parole, mais juste je donne deux réactions que j'ai qui viennent d'arriver. Le contrôle par la CPR est primordial pour éviter le conflit d'intérêts notoire. Et la deuxième question, plus pragmatique, qui est la CPR a-t-elle suffisamment d'effectifs pour contrôler les cabinets de courtage? Si ce n'est pas le cas, ne va-t-on pas laisser prospérer les brebis galeuses? On va répondre à la première question, nous dire qu'on va laisser 38 000 courtiers ou intermédiaires dans la nature sans être accompagnés. Aujourd'hui, tous les intermédiaires en assurance sont enregistrés à l'ORIAS. Ils ne peuvent pas travailler, aucun fournisseur ne travaillera avec quelqu'un qui n'est pas inscrit à l'ORIAS. Et on l'a vu, le contrôle, il est annuel, systématique. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin de créer 4 associations ou 5 pour dire aux gens, vous devez avoir une médiation. Si on indique que pour le renouvellement 2022, il faudra obligatoirement fournir son service de médiation dans le fichier, et ça sera une condition de renouvellement, ça sera fait. Et on disposera enfin d'une statistique pour savoir qui dispose d'une médiation ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si les gens ont de la médiation. Sauf que la loi est applicable et n'importe quel consommateur peut vous attaquer sur le sujet. Je voudrais juste faire une remarque quand même. Ce matin est apparu, la CPR a dit qu'elle souhaitait voir dans le fichier
apparaître les liens de capitalistique entre les intermédiaires et les fournisseurs. C'est une demande, ça va juste être un item supplémentaire et on devra, pour 2022, indiquer ces liens capitalistiques. Donc quand l'ACPR veut des statistiques, quand elle veut des données d'information, par simple modification ou élargissement de la mission de l'ORIAS, à coût égal, on l'obtient. Donc je ne comprends pas aujourd'hui la motivation de ce texte, si ce n'est, à mon sens, décharger l'autorité publique d'un travail d'accompagnement et d'explication. Julien Fillot, je reviens vers vous. Là, on a une idée qui est quelque part en train de se dégager, de faire évoluer un peu les missions de l'ORIAS. C'est quelque chose qui vous semble être une voie intéressante à creuser ? C'est clairement la plus intéressante. En tout cas, ce serait la plus efficace à nos yeux, parce qu'après, il y a des problématiques de planning aussi. Hein. C'est-à-dire que pour mettre en place tout ça, ça mettrait du temps, alors que quelque part, de se concentrer sur l'ORIAS permettrait d'aller plus vite, et l'ORIAS, visiblement, a les fonds propres pour l'organiser. Et je voudrais aussi ajouter que l'accompagnement des fameux courtiers qui ne seraient pas adhérents au syndicat, aujourd'hui, doit être fait par des formations, ils doivent respecter les règles. La vraie question problématique, c'est le contrôle. Et ça, effectivement, l'ORIAS pourrait sûrement beaucoup mieux le faire que nos pairs. Bruno Rouleau, votre sentiment là-dessus, qu'est-ce que finalement on devrait… Parce que là, on est en train de voir des pistes. On est en train de dire, bon, à l'ORIAS, on pourrait leur donner le papier pour montrer qu'on a bien une médiation. On pourrait leur donner le papier sur les liens capitalistiques puisque la CPR le réclame. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à l'ORIAS qui permettrait d'offrir des garanties supplémentaires qui sont réclamées par le système ? Écoutez, moi je reprends les attendus, ou en tout cas les objectifs que la députée met en avant et que la DGT porte aussi, c'est qu'on veut s'assurer que les gens qui exercent soient bien effectivement dans la pleine possession de toutes les capacités pour exercer, et donc au moins respectent le droit qui vise à protéger le consommateur. Mes confrères ont évoqué le sujet, alors effectivement, de la médiation. Il suffit de rajouter une case et de fournir cela. On est aussi tous concernés par des obligations de formation continue ou des obligations de compétences professionnelles qui sont établies. Aujourd'hui, l'ORIAS est déjà dans ce contrôle avec une commission de validation pour pouvoir enregistrer. Il suffirait de rajouter chaque année l'attestation de suivi de la formation continue qui est obligatoire et qui, là aussi, n'est pas totalement homogène entre les différentes professions. Et en ce qui concerne, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent évoqué, la notion de ceux qui échappent directement à ces productions pour l'enregistrement sur le fichier de l'ORIAS, ce sont les salariés. Mais les salariés sont portés par une législation qui appartient au chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est tout à fait en droit de s'engager et de porter cette responsabilité, comme il le fait d'ores et déjà aujourd'hui, sur le droit à la formation, sur la médecine du travail, etc., etc. Donc, fournir chaque année une liste de ces salariés avec l'attestation sur l'honneur que ces salariés sont en bonne et due forme dans la régularité de leur capacité à exercer la profession en fonction de leur job, eh bien, écoutez, moi, je ne vois pas ça très compliqué. Et si jamais il y a un contrôle de l'autorité de contrôle qui vise à mettre en défaut à un moment ou à un autre l'engagement de l'attestation sur l'honneur du chef d'entreprise, eh bien, c'est sa responsabilité. Il n'est pas question qu'une association puisse endosser à un moment ou à un autre cette responsabilité, et encore moins qu'elle puisse s'immiscer dans la vie de l'entreprise pour pouvoir demander un certain nombre de choses. Donc, on voit bien que cette piste de l'ORIAS, finalement, ne demande pas grand-chose de plus que ce qu'elle est déjà capable de pouvoir faire. J'en viendrai sur un dernier point, si vous me permettez. On évoque la notion des responsabilités civiles professionnelles, de la garantie financière pour ceux qui ont une garantie financière à proposer. La bonne cohérence du contrat avec la garantie proposée à l'enregistrement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va aller éplucher les comptes de nos confrères pour vérifier que derrière, la responsabilité civile professionnelle est bien adapté sans pour autant forcément rentrer dans le secret des affaires. Eh ben, si on rentre dans le secret des affaires, il y a un vrai problème et il faut, à mon avis, quelque chose qui est important, hein, et je crois que d'ailleurs Bruno Retailleau le faisait remarquer il n'y a pas longtemps à la suite d'une discussion sur l'autorégulation en général, notamment c'était à propos des GAFA, eh ben, peut-être que l'autorégulation ne doit appartenir qu'à des autorités publiques. Bertrand de Surmont. Oui, je voulais ajouter juste un point sur l'ORIAS, parce qu'on parle aussi dans ce projet de loi de
la surveillance de l'honorabilité des salariés. L'honorabilité des dirigeants de cabinet est déjà suivie par l'ORIAS. Mais comme le disait Bruno Rouleau tout à l'heure, l'ORIAS a un lien direct avec le casier national judiciaire. Voilà, il balaye les chefs d'entreprise plusieurs fois par an pour voir s'ils sont ou pas sur ce casier. Ajouter 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 salariés sur ce sujet, mais ce n'est pas dans un an, c'est aujourd'hui. Vous avez des attestations sur qui est honorable et qui ne l'est pas. Et je vous assure, moi, en tant que chef d'entreprise d'un petit cabinet de courtage, il m'est arrivé, de recruter des gens qui avaient un casier judiciaire. Je ne le savais pas et je serais bien heureux que l'ORIAS puisse m'en informer régulièrement. Elle est en capacité de le faire sans coût supplémentaire. OK. Donc moi, j'entends très clairement la piste ORIAS. Je voudrais, avec vous, Christophe Aubourg, creuser un sujet. La première phrase de l'exposé des motifs, c'est « Le groupe La République En Marche défend la protection des consommateurs ». C'est un sujet qui m'est cher. Si je regarde, pardon, mais dans votre secteur, les deux gros problèmes en termes de protection des consommateurs au cours des 5 dernières années, ça a été d'une part l'assurance construction, où certains se sont retrouvés avec des assurances souscrites par des assureurs extérieurs. Et puis quand on a eu les pètes et qu'il a fallu les faire marcher, on a découvert qu'il n'y avait plus personne en face parce qu'on n'avait pas été agréé par la CPR. Et le deuxième sujet, c'est le sujet sur lequel les associations de consommateurs sont très actives, c'est le sujet du démarchage téléphonique. Est-ce que sur ces deux sujets majeurs, ce texte aurait apporté quelque chose ou pas ? Alors, je ne vais pas revenir sur la problématique de la LPS en assurance construction, puisqu'on l'a déjà évoqué assez longuement tout à l'heure, mais l'exemple du démarchage téléphonique est assez illustratif. On a effectivement constaté, les associations de consommateurs, la CPR, un certain nombre de problèmes sur le marché, de fonctionnement, en fait, notamment envers les personnes vulnérables. Le CCSF s'est saisi du sujet il y a maintenant plus d'1 an et demi. Le CCSF, je rappelle, comprend finalement toutes les parties prenantes qui peuvent s'exprimer sur ce type de sujet, les pouvoirs publics, les parlementaires, la Direction générale du Trésor, les industriels, les intermédiaires, les consommateurs bien sûr. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement représentatif du marché. Ce CCSF, après de nombreuses réunions et discussions, a abouti à un avis voté à l'unanimité, donc par l'ensemble de ces parties prenantes, pour précisément encadrer davantage le démarchage téléphonique et la vente dite en un temps pour les prospects froids. Cet avis aujourd'hui s'applique, puisqu'on a donné 6 mois, environ un peu plus de 6 mois pour que les professionnels se mettent en conformité. Cet avis s'applique. Il a été complété, nous l'avons appelé tout à l'heure, par la loi Negelen votée cet été par le Parlement, qui s'applique désormais. Elle vient compléter, préciser certains dispositifs prévus dans l'avis du CCSF. Et aujourd'hui, on nous explique que l'autorégulation aurait soit pu régler les problèmes en amont, soit pourrait les régler à l'avenir. Mais le démarchage téléphonique, c'est précisément une pratique commerciale. Donc si ces associations d'autorégulation ont vocation à régler ce sujet, c'est bien qu'ils vont contrôler les pratiques commerciales des professionnels. Donc je crois que là, on est en pleine contradiction, ou en tout cas en pleine illustration de ce qu'on essaye de nous faire imaginer sur ces missions de ces futures associations. OK, il est 58, donc ça fait 58 minutes, on devait 45 minutes, donc on y a déjà passé 58 minutes. Si vous le voulez, parce que je ne vous cache pas, je n'ai jamais eu une émission comme aujourd'hui avec autant de questions, parce que si je regarde l'ensemble des choses, j'en ai plus de 50. Donc on ne va pas forcément répondre à tout, mais malgré tout, on va quand même essayer de prendre le temps, parce que l'objectif, c'était que ce soit un exercice constructif. C'est-à-dire qu'on débatte, qu'on échange, qu'on apporte des idées, qu'on voit les arguments sur la pratique, sur le droit, etc. Il y a quand même une question qui revient, et je vais vous la poser, Bertrand, qui est, je vous la fais cash, vous me permettrez, vous ne serez pas surpris, pourquoi à l'origine Planel CSCA soutenait le texte ? Parce que dans ce que nous disent les intervenants sont là et disent finalement, Planel CSCA a changé d'opinion. A changé d'avis. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Ça, c'est une petite musique qu'on entend et alors sur laquelle je suis extrêmement à l'aise pour répondre.
Planète CSCA n'est pas à l'origine de ce sujet d'autorégulation, comme certains ont bien voulu le dire. 2, Planète CSCA, effectivement, a soutenu et a vu un intérêt dans ce projet d'autorégulation au moment où les discussions ont eu lieu avec le Trésor et où on parlait d'accompagnement et d'élévation du niveau de la profession. Très bien, c'est dans l'ADN du syndicat, pas de problème là-dessus. Là où les choses ont commencé à se tendre un peu, c'est au moment où, avant le passage de l'amendement dans la loi Pacte, puisqu'en parallèle, il avait été décidé par le Trésor de procéder à l'analyse et à la négociation des projets, de ce que auraient dû être les projets de décret, on s'est assez vite aperçu du côté contrôle de ces futures associations. Et effectivement, lorsque cet amendement Pacte a été retiré par le Conseil constitutionnel sous la terminologie de cavalier législatif, voilà, nous avons pris acte avec la DG Trésor. On est le 17 mai 2019, je le rappelle, pour les gens qui n'auraient pas suivi. Et nous leur avons écrit, nous soutenons un projet de réforme de la sorte, mais il y a une ligne rouge, ouvrez les guillemets, que nous n'accepterons pas de franchir, c'est que ces futures associations d'autorégulation soient les bras séculiers de la CPR pour mener à bien des opérations de contrôle sur le courtage. Cette position, nous l'assumons et nous l'avons multipliée à 3 reprises depuis mai 2019 auprès du Trésor, auprès de la députée. Alors aujourd'hui, je trouve ça extrêmement dommage qu'on en soit arrivé à devoir publier un article dans un journal alors que jusqu'à présent les choses auraient pu être restées confidentielles au mois de juin 2020 où tout le monde s'est drapé dans sa dignité en disant « Planète CSCA change d'avis ». Non, Planète CSCA ne change pas d'avis. On veut nous faire croire que le texte actuel est un texte qui est identique au texte de l'amendement dans la loi Pacte. C'est faux. C'est faux. Et je pose une question, voilà. Qu'est-ce qui nous vaut juste ce choc de précipitation? Ok, on a d'ailleurs des questions sur voilà. à quel profit cette procédure accélérée. Si vous le voulez, on va quand même prendre quelques questions. Alors, première question, dans quel article de la proposition de loi est mentionné et détaillé le contrôle? Réponse, c'est moi qui vous la donne, c'est simple, c'est l'article 1, il n'y en a qu'un. Donc, il fait 7 pages. Donc, à la rigueur, la bonne question pour avoir la réponse eût été de demander la page. Et je vous ai répondu la deuxième, en bas de la deuxième. Mais en tout cas, si c'est la question, c'est l'article, c'est 1. On peut peut-être y répondre plus précisément. En fait, il y a un passage qui dit que les futures associations seront chargées de vérifier les exigences professionnelles. Alors, c'est vrai que quand on le lit comme ça très rapidement, on se dit, bon, ça ne pose pas de difficulté majeure. Sauf que la notion d'exigence professionnelle est totalement ambiguë et peu claire, puisque, et c'est en tout cas notre interprétation, elle englobe à la fois les conditions d'accès à la profession telles qu'elles sont prévues initialement dans le texte, mais elles englobent surtout une vision extensive de la soft law et de tout ce qui concerne les pratiques commerciales. Donc véritablement avec ce terme qui n'est pas du tout le même au passage que dans l'amendement Pacte, on ouvre la boîte de Pandore. Ok, mais je suis d'accord. Jean-François, je crois qu'il faut, dans ce genre de sujet, il faut simplifier. Et c'est ce que j'ai demandé lors de l'audition auprès de Madame le rapporteur mercredi dernier. J'ai dit, si il ne s'agit pas de faire du contrôle, alors on ajoute un amendement où on écrit Urbi et Orbi, les associations d'autorégulation n'auront pas de pouvoir de contrôle dans les cabinets. C'est tout. D'accord, mais ce que j'entends... Soit on l'écrit, soit on ne l'écrit pas.
Tant que ce n'est pas écrit, il y a ambiguïté. Je vous entends, mais je rebondis sur ce que nous dit Christophe, c'est-à-dire que j'ai cru comprendre qu'il y en a avoir plusieurs. Philippe nous parlait tout à l'heure de 3, 4 associations, etc. Chaque association professionnelle ou non-association professionnelle, voyant s'il a envie d'en montrer une qui est validée par l'AMF, il y a marqué, outre l'avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent, à leur initiative, prononcer le retrait de la qualité de membre. Entre guillemets, excusez-moi, si je me fais virer d'une, je vais aller voir l'autre. Pas idiot. Ça fait partie des garde-fous qu'il faut effectivement inscrire clairement. Non, mais Jean-François, on va être raisonnable. Cette loi ne règle pas tout. Elle, au fur et à mesure où elle tente de régler des sujets, elle en ouvre d'autres. Alors, on a un courtier qui nous dit pourquoi ne pas imposer aux courtiers non adhérents à CACS de devoir signer dans son syndicat. Sinon, impossible de garder son ORIAS. Non, alors ça, il y a un sujet qui est constitutionnel. Là, il faut répondre très clairement à la question. En France, la Constitution fait que l'adhésion à un syndicat ne peut pas être obligatoire. OK. Bon, de nos jours, pour se faire entendre, avoir gain de cause, il faut manifester, voire casser. Peut-on envisager de faire une action pour manifester notre opposition ? Écoutez, je pense que nous sommes en démocratie. Il y a un débat parlementaire qui va s'ouvrir. Donc on souhaite vivement que ce débat soit le plus large possible. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que la procédure accélérée est dommageable, puisque concrètement, ça revient à réduire le débat parlementaire. Oui, moi je voudrais juste ajouter un petit point à celui de Christophe, c'est de dire à tous les courtiers qui sont en province, qui sont en proximité, vous avez des élus, qui soient députés ou qui soient sénateurs, alors allez les voir, dites-leur tout le bien que vous pensez de cette réforme et surtout, n'ayez pas la mémoire courte. OK. Et est-ce que, globalement, il faut dire qu'il y a un problème au niveau du périmètre ? On a évoqué le problème de LPS. Il y a une différence majeure entre courtiers et agents généraux ? C'est un problème à résoudre ? Bien sûr que c'est un problème à résoudre. Écoutez, on a dit tout à l'heure que la DDA, qui a été transposée en droit français, adressait l'ensemble de l'intermédiation. Très bien. Agents, courtiers, CGP, toute la grande famille de la distribution française est concernée par cette DDA. Et aujourd'hui, à peine 18 mois plus tard, on vient vouloir nous passer en force un projet de loi sur l'autorégulation qui va adresser qu'une partie de la distribution. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Alors que qui contrôle les salariés des agents ? Personne. Personne. D'accord ? Donc, je veux dire, qui contrôle les agents ? On nous dit c'est leur mandante. D'accord ? Les mandantes ont une responsabilité civile sur les agents, pas une responsabilité pénale. Or, les contrôles de la CPR, c'est des sanctions qui peuvent être pénales. Donc, cet argument un peu fumeux sur les agents, il ne vaut pas. Il ne vaut pas, on fait des choses, on a pris le pas, et la révision de la DDA qui va commencer en 2021, elle n'adresse pas les courtiers ou les IEBSP, elle va adresser la distribution. Donc arrêtons au niveau franco-français de vouloir faire des petits millefeuilles à l'intérieur du millefeuille. Vous êtes en train de nous dire quasiment qu'on surtranspose alors qu'officiellement, on fait tout pour ne jamais Bien sûr qu'on est en train de surtransposer, c'est évident. OK, allez, ça fait quasiment 1h10 qu'on est ensemble, donc on va quand même conclure. Bruno Rouleau, je viens vers vous. Votre mot de conclusion, comment on s'en sort ? On s'en sort par la concertation, comme toujours. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit par Christophe tout à l'heure, dans le sens où on est dans un débat parlementaire qui s'ouvre. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas trouver des solutions entre gens intelligents pour pouvoir avancer. Je répète ce qu'on a déjà martelé à plusieurs reprises. Qui voudrait être contre une loi ou quelques textes qui soient visant à améliorer la protection du consommateur et à faire monter en compétence les acteurs qui sont en connexion avec les consommateurs? Personne, et certainement pas nous qui visons à ancrer de plus en plus les intermédiaires, notamment les courtiers, dans le paysage financier. Maintenant, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et même si on va nous reprocher que cette discussion existe depuis déjà un petit moment. Mais en l'occurrence, elle a quand même bougé à plusieurs reprises, et là, il est évident que ça ne sert à rien, surtout dans une période qui est quand même assez anxiogène et sur laquelle les acteurs même du marché ne savent pas trop s'ils seront encore là demain ou après-demain. Si jamais on doit y aller de cette façon-là, ou si on doit y aller par une matière plus soft, et que les associations
et un rôle d'accompagnement. Je suis complètement d'accord qu'on les amène à prendre un petit peu d'organisation du marché, ne serait-ce que pour des statistiques ou quoi que ce soit. Complètement d'accord. Par contre, le contrôle sur les pratiques commerciales n'appartient qu'aux autorités publiques. Julien Fillot, votre sentiment? Je suis très heureux de voir que toutes les associations les plus représentatives sont toutes d'accord. C'est-à-dire que les arguments qui sont exposés, nous sommes tous à l'unisson. Alors, il y a des associations ou des voix qui vont à l'encontre de ce qu'on dit, mais malgré tout, les plus représentatifs, et donc c'est un signal quand même assez fort, sont vraiment d'accord sur tous les arguments et toutes les solutions qui ont été proposées et qui ont déjà été évoquées. Philippe Loiselet. Moi, ce texte, il est purement et simplement annulé. Il ne répond pas à ses motivations. Donc vous êtes favorable au premier amendement, le CF2, qui consiste à dire supprimer l'article. L'article 1 ne répond pas aux motivations du texte. On l'a expliqué à la députée, on a été plusieurs fois auditionné, on lui a dit, on a cru être entendu. Manifestement, le Trésor, parce que c'est quand même un projet de loi au départ, c'était pondu par le Trésor. Le texte est toujours porté par le Trésor. Ils ont trouvé une voie à travers une députée qui manifestement a essayé de comprendre pourquoi on était contre. Mais aujourd'hui, on nous fait passer la procédure en accéléré. Donc le texte veut passer. Les motivations du Trésor, je les comprends peu. Les motivations des associations CIF qui appellent, les 4 appellent de leur vœu ce texte. Pourquoi? Elles y voient l'intérêt économique d'écraser leurs frais de fonctionnement. Aujourd'hui, les 4 associations qui sont pour sont toutes des filiales des associations CIF. Et on nous explique qu'elles vont appliquer le même système. Or, c'est le contrôle. Donc le contrôle n'est pas possible, ce n'est pas conforme à la DDA, c'est une méconnaissance des textes. Donc on posait la question tout à l'heure, que peut faire un courtier? On peut aller manifester. Moi, d'ores et déjà, il va falloir poser des questions préjudicielle de constitutionnalité, il va falloir contester la surtransposition et encore une fois, la France va se faire condamner pour ne pas avoir appliqué un texte qu'elle est censée avoir défendu. Et la révision de la DDA est en train d'arriver. Je vous rappelle le principe du texte, l'ensemble des intermédiaires du secteur doivent appliquer les mêmes textes et les mêmes principes. Et bien nous, on crée un dispositif propre au seul courtier. Christophe Aubourg. Je crois qu'on a vu ce soir en fait, qu'il existait des alternatives pour une réforme moins coûteuse, pour une réforme plus efficace et peut-être même pour une réforme plus rapide. Ces alternatives, je pense, elles ne manquent pas d'atouts. Ce qui nous manque aujourd'hui, en revanche, c'est du débat. Donc j'espère que le débat parlementaire qui s'ouvre va permettre de mettre les choses sur la table, de répondre à un certain nombre de questions et puis de faire évoluer ce texte plus positivement. Et je constate que ce matin, alors que tous les amendements n'étaient pas encore disponibles, il y avait déjà près d'une trentaine d'amendements qui avaient été déposés, ce qui montre bien, sur un sujet qui a été présenté comme extrêmement technique, que le débat est nécessaire et indispensable. Bertrand de Surmont. Oui, moi je pense que sur ce sujet-là, il y a un moment dans la vie, quand on fait fausse route, il faut savoir le reconnaître. Qu'on soit le Trésor ou qu'on soit une députée, voilà, il faut s'arrêter, il faut écouter, il faut discuter, mais en tout cas, la pire des choses serait de continuer à se draper dans ces certitudes. Et là, on est dans ce schéma-là, et il faut en sortir. Nous, on est évidemment prêts, à chaque fois qu'on nous sollicite, à le faire. On nous sollicite assez peu depuis le mois de juin, je ne vous le cache pas, sur ce sujet, malheureusement. Ok, bon, allez, merci à vous tous. Merci Bruno, merci Julien, merci à vous en plateau. Donc on va voir ce qui va se passer. Je voudrais adresser un message tout particulier après avoir remercié les intervenants à l'ensemble des auditeurs qui étaient chez vous, profitant pleinement du fait qu'il fallait être rentré à 18h pour intervenir, mais massivement sur ce débat. Tout est arrivé sur mon ordinateur. On n'a pas eu le temps de tout traiter, mais rassurez-vous, je transmettrai l'ensemble de vos remarques et réflexions à l'ensemble des intervenants qui étaient avec nous aujourd'hui pour ce premier rendez-vous des courtiers. Merci à vous tous, prenez soin de vous et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau rendez-vous des courtiers. Salut.